Le clairon. Et pour notre clairon, nous recevons, comme toutes les 2 semaines, Renaud Bochart. Renaud Bochart est avocat, auteur du Substack Chronique égrégorienne et de ce livre Christopher Lash pour un populisme vertueux aux éditions Michelon. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre chroniqueur depuis les États-Unis. Vous nous parlez régulièrement de l'actualité américaine et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et aujourd'hui, vous souhaitez faire plus ou moins un pas de côté et parler des choses positives qui se font aussi en ce moment aux États-Unis. Oui, peut-être, pardon, peut-être prendre un petit peu de recul en raison du fait que bon, l'actualité est chargée, mais on vit dans une drôle d'année électorale, de campagne électorale où les deux candidats ne font pas campagne, où personne n'a l'air de s'intéresser à ce qui se passe dans la vie électorale, dans le drame électoral. Donc peut-être faire un pas de côté. À chaque fois qu'on parle, on arrive toujours à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut se libérer de ce qui est en train de se passer? Alors peut-être essayer d'en parler de façon première. Je pense que c'est d'ailleurs très important de le faire lorsqu'on parle des États-Unis, puisque cette tradition, enfin, ça remonte assez loin, en fait, cette interrogation sur les modes de vie. À tel point d'ailleurs que lorsque Tocqueville écrit en 1830, dans les années 1830, là, de la démocratie en Amérique, il donne une définition de la démocratie qui est une définition qui tranchait en fait avec la façon dont les pères fondateurs l'entendaient comme un régime politique. Pour les pères fondateurs, la démocratie était simplement la démocratie athénienne, et c'était quelque chose la démocratie directe, c'était quelque chose d'absolument à proscrire. Au profit du gouvernement représentatif. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs que Tocqueville ait écrit un livre qui s'appelle De la démocratie en Amérique, quand on considère combien les pères fondateurs la tenaient en anathème. C'est tout ça pour dire que Tocqueville a inventé en fait ce qu'on a appelé une définition sociologique de la démocratie. La démocratie, c'est une façon de vivre. J'ai fait un certain nombre de pérégrinations depuis l'entrée dans la crise du Covid, dans un certain nombre de poches de résistance, en fait, hein, ce que j'ai appelé le nouveau normal. Je l'avais déjà fait en 2021, notamment. J'étais allé dans une espèce de festival libertarien, en fait, dans le New Hampshire, à l'époque où tout le monde portait les masques. C'était le premier moment où je m'étais retrouvé dans un endroit où personne n'avait de masque. Tout le monde était contre le vaccin, alors que c'était un moment où l'obligation vaccinale ou la grande peur vaccinale faisait frayeur. Cette même année, je m'étais rendu à la première conférence de ce qui s'appelle le Raw Food Conference. C'est organisé par le paysan libertarien. Il se définit lui-même comme complètement hors des clivages politiques, Joel Salatin. C'est une conférence qui traite en fait du thème de la souveraineté alimentaire, quelque chose qui est en train de devenir un thème de plus en plus omniprésent quand on voit que des gens comme Bill Gates deviennent les propriétaires. Bill Gates est devenu le premier propriétaire foncier d'Amérique. Il accumule les terres agricoles Oui. pour préparer en fait l'agriculture de net zéro, l'agriculture de la viande de synthèse, des hamburgers faits à partir de soja, etc. Et puis bien sûr préparer le monde le monde des insectes. Vous avez un grand nombre de poches de résistance qui se créent, notamment autour de Joel Salatin, Et qui a une... je fais juste une parenthèse, pardon, puisque vous parlez de l'importance de la terre et du conflit qui se joue autour de la terre aujourd'hui, puisque Bill Gates est le plus grand propriétaire terrien aux États-Unis, si je vous suis. On peut parler aussi de ce qui se joue en Ukraine, où on sait que beaucoup de paysans ukrainiens se font racheter leurs terres en masse en ce moment. Et c'est d'ailleurs une révélation de Kennedy Junior par des gros magmas financiers américains. Et notamment, on retrouve toujours les mêmes, en effet, BlackRock, Vanguard, etc.
Ah, ça, c'est pas nouveau, l'accaparement des terres. Ça, c'est bon. Alors, on a le volet ukrainien de l'accaparement des terres, mais l'accaparement des terres est quelque chose qui existe de longue date. D'ailleurs, il y a un institut spécialisé dans la critique de l'accaparement des terres, notamment en Afrique, qui s'appelle The Auckland Institute, où on avait appris, mais ça date depuis de plusieurs années, que des organisations très, très puissamment dotées, en fait, comme par exemple l'université d'Harvard, achètent des terres agricoles en Afrique. Et c'est vraiment pour préparer l'agriculture net zéro. Et donc, ce qu'on voit se développer en Ukraine est effectivement, quand on connaît en même temps quand on sait l'importance de l'agriculture pour l'économie ukrainienne, tout ça n'est nullement surprenant. Mais encore une fois, oui, on peut créditer Robert F. Kennedy Jr. D'avoir soulevé ce problème, que les deux branches, en fait, du parti unique, dont les deux branches du parti unique ne traitent nullement. Chose intéressante d'ailleurs, lorsque j'étais à la Rogue Food Conference dans la Shenandoah de la semaine dernière, Robert F. Kennedy Jr. Avait un stand d'ailleurs. Personne n'intervenait dans le programme de la conférence de la part de la campagne de RFK Jr., mais ils étaient présents. Ils avaient un stand, ils distribuaient des t-shirts, des autocollants, etc., informer les gens sur le programme de RFK Jr., sachant d'ailleurs que RFK Jr. est un ami de John Salatine, Ah oui. l'organisateur de la Rogue Food Conference. Ce que je voulais dire en même temps sur la Rogue Food Conference, c'est que le thème qui dominait, c'était en même temps de comment en fait se désencastrer, sortir en fait des systèmes. Des systèmes du nouveau normal dystopique dans lequel nous vivons. Qu'il s'agisse du système de santé, qu'il s'agisse du système alimentaire, ce qui était le principal le sujet principal, mais aussi sortir du système financier. Il y avait une ancienne haute fonctionnaire en fait du Trésor qui était là, Catherine Austin Fitts, qui écrit des rapports tout à fait intéressants qui s'appellent les Solaris Report, qui était présente et en expliquant comment en fait, si on voulait en fait assurer une souveraineté alimentaire, il fallait sortir en même temps du système financier, de la nouvelle normalité, et notamment en expliquant les grands périls qui s'amoncellent, et notamment les fameuses CBDC, Central Bank Digital Currency, qui sont l'armature centrale de l'institution d'un système de crédit social. Donc vraiment une concentration sur la façon de sortir de ces systèmes, sur la façon d'organiser en fait la vie en dehors de ces systèmes, Prendre son indépendance. de construire son indépendance sans attendre le salut d'une Élection. alternance électorale, voire d'une victoire dans l'arène judiciaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est absolument Oui. passionnant ce que vous nous dites, sortir du système financier, alimentaire, sanitaire, alors qu'on en a encore fait des sujets hier sur l'Union européenne de la santé. Pour ce qui nous concerne, Klaus Schwab, Davos et tout ce qui est encore prévu pour demain. Donc, on aimerait pouvoir sortir de ces systèmes, sauf qu'on se sent un petit peu emprisonné. On est de toute façon tous dépendants d'un compte en banque, on est tous dépendants aujourd'hui des supermarchés et donc du système financier alimentaire et de la santé également. Alors comment reprendre son indépendance de ce côté-là? Alors, dans le cas de la souveraineté alimentaire, une des grandes discussions qui était lors de la Rogue Food Conference, c'était la possibilité de s'organiser en sorte de club de club privé d'acheteurs et de producteurs, en fait, qui permet en fait de s'exonérer d'un certain nombre de prohibitions fédérales. Par exemple, les institutions sanitaires fédérales ont une obsession vis-à-vis du lait cru.
est considéré comme quasiment un produit radioactif. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que le lobby du lait, la production du lait, favorise le lait ultra pasteurisé au détriment du lait cru et en fait mène constamment des campagnes sur le lait cru. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut acheter du lait cru aux États-Unis ne pas aller en prison si on en produit? Il y a un certain nombre de façons de contourner. Par exemple, un paysan pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui produit du lait cru, le vend, le commercialise comme du lait pour les animaux domestiques. Ah oui. Parce que c'est interdit Alors de le pour les animaux commercialiser. domestiques, on a le droit au lait cru aux Pour les États-Unis. animaux, on a le droit Mais pour pardon, mais il s'appuie sur quoi pour interdire le lait cru? Parce que si je ne me trompe pas, en France, il est encore autorisé le lait cru, hein? Oui, alors c'est une campagne qui a été organisée de la part de l'agriculture industrielle, du lobby de l'agriculture Mmh. industrielle, qui favorise le lait ultra pasteurisé pour démolir les petites Bah oui. exploitations. Encore une fois, toute l'agriculture américaine connaît un énorme problème de monopole. Vous avez aussi, alors, non, vous avez ce lobby du lait ultra pasteurisé qui détruit en fait effectivement les petites exploitations, mais vous avez aussi le problème des abattoirs. Et le problème des abattoirs a été un problème très très important d'ailleurs pendant la crise du Covid parce que les abattoirs sont en système sont un monopole aux États-Unis. Lors de la crise du Covid, avec la baisse en fait du nombre d'employés, de la disponibilité des employés, il était complètement impossible de faire abattre ces bêtes, puisque tout d'un coup, ces énormes entreprises qui font d'ailleurs que lorsque vous achetez un steak haché, vous pouvez avoir en fait la viande de à peu près 150 différentes bêtes dans votre steak haché. Euh, ces abattoirs en fait étaient complètement étaient paralysés en fait par la crise du Covid. Donc, avec la possibilité en fait de rupture de la chaîne alimentaire lorsque vous avez une concentration excessive du pouvoir économique entre les mains de sociétés en situation de quasi-monopole. Donc, en fait, justement, à la Rockwood Conference, était présent l'excellent député républicain Thomas Massie, dont une des principales réformes, ce serait d'instituer la possibilité d'abattoirs locaux qui ne commercialiseraient pas leurs produits en dehors des frontières de l'État. Puisque, encore une fois, la compétence du gouvernement fédéral en fonction de la Constitution américaine pour réglementer les activités économiques vient de ce qu'on appelle le commerce clause. C'est-à-dire que si vous faites du commerce dans plusieurs États, ça s'appelle interstate commerce, le gouvernement fédéral peut intervenir pour réglementer l'activité économique. En revanche, si vous commercialisez vos produits uniquement dans un État, le gouvernement fédéral n'a pas compétence pour réglementer votre activité économique. Ça Mmh. donne le cœur en fait de la commerce clause de la Constitution américaine. Pendant le New Deal, un certain nombre de lois sont intervenues et notamment d'arrêts très importants de la part de la Cour suprême qui ont étendu en même temps la juridiction de la compétence du gouvernement fédéral pour réglementer toutes les activités économiques. Et il y avait notamment un arrêt très très important qui s'appelle Wickard versus Filburn. Donc cet arrêt avait en son cœur un agriculteur, un éleveur qui cultivait du blé pour nourrir ses bêtes, mais uniquement pour son autoconsommation, uniquement pour nourrir ses bêtes. Le gouvernement fédéral est intervenu en lui disant qu'il avait dépassé les quotas d'une des grandes lois du New Deal, l'Agricultural Adjustment Act de 1938, et sa réponse était mais c'est pour mon autoconsommation, donc je ne commercialise pas Oui, mes produits dans les différents États. Mmh. dans différents États. On lui a dit non, mais si tout le monde fait ce que vous faites,
ça aurait des effets indirects sur le marché national et ça aurait des effets indirects sur l'économie nationale. Donc, si tout le monde en fait cultive du blé pour son autoconsommation, eh bien, vous n'avez plus de marché national. Donc, alors, du coup, la Cour suprême a justifié la possibilité d'intervenir pour réglementer l'activité d'autoconsommation de cet agriculteur qui s'appelait Roscoe Philburn. Donc, on voit vraiment des choses très, très Génial. fondamentales. Alors vraiment, pour simplifier les choses pour nos auditeurs, en gros, aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'avoir son petit potager, son petit jardin et son petit potager d'autoproduction, si on résume. Depuis 1942, en fait, c'est l'autoproduction est quelque chose qui peut être réglementé Oui, par le gouvernement fédéral. C'est quelque chose d'autant plus intéressante que euh, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, à peu près 50% de la production de fruits et légumes provenait des jardins potagers, justement, des Américains. Chose qui inquiétait énormément après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral. Donc vous avez maintenant, on retrouve en fait une espèce de mouvement vers l'autoconsommation, oui. vers les clubs, vers les coopératives en fait de producteurs et de consommateurs qui permettraient effectivement d'échapper à l'emprise des autorités sanitaires et du gouvernement, du gouvernement Oui, mais fédéral. il reste légalement dans l'œil du cyclone. Il reste légalement dans l'œil du cyclone, mais quelqu'un comme Salatine, par exemple, a constamment le gouvernement fédéral sur ses basques, mais il, à Il chaque fois, il continue, essaie c'est à contourner, oui. trouve une façon de contourner, en fait. D'abord, il n'invite pas, en fait, les inspecteurs des autorités sanitaires à venir sur son exploitation, en fait. Hmm. Là-dessus, la protection de la propriété privée fait que vous pouvez quand même avoir un certain nombre de façons de vous opposer à des contrôles sanitaires de manière omniprésente. Je voudrais quand même mentionner, lors de l'année dernière, lorsque je m'étais rendu à la Rock Food Conference, il y avait un exploitant agricole qui s'appelle Amos Miller, qui est un Amish, qui avait créé justement une de ces sortes de coopératives agricoles qui vendent en fait à un certain nombre de consommateurs du lait cru. Lui a été pris dans les mailles de l'administration fédérale et il a reçu plusieurs raids en fait, mais comme s'il s'agissait en fait d'une organisation terroriste, hein, alors qu'il produit du lait cru. C'est d'ailleurs Oui, c'est intéressant. incroyable. Oui. Il On voit où est, il sont est les presque priorités et les vrais ennemis. ah oui, il est presque plus facile en fait de se procurer une Kalachnikov que du lait cru. C'est assez. C'est euh, incroyable. C'est absolument incroyable ce que vous nous dites et en fait très révélateur du combat qui est mené, mais en sous-main sans que ça fasse débat à l'Assemblée. Et donc vous parliez de ce festival libertarien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres poches de résistance que vous avez pu rencontrer? Et puis vous-même, vous commencez à vous engager, Renaud Bochard? oui, moi-même, je commence à m'engager. J'ai justement créé un petit business, une petite affaire qui s'appelle Victory Gardens, précisément fondée sur les jardins potagers de la Seconde Guerre mondiale, où en fait je coach un certain nombre de familles et notamment des familles catholiques qui souhaitent en fait cultiver des fruits et légumes dans leur jardin pour des besoins d'autoconsommation ou tout simplement pour échapper précisément à l'emprise des modes de vie du nouveau normal. Et donc C'est une tendance aussi, vous direz, il y a de plus en plus de demandes de ce côté-là, de particuliers qui. c'est incroyable la demande des particuliers pour ce genre de choses. Je vois se multiplier aussi autour de moi les exploitations d'agriculture régénératrice, y compris en milieu urbain. Là-dessus, c'est peut-être une des seules choses en fait qui redonne espoir, parce qu'en fait
je dirais que ça transcende en fait les clivages politiques. Mmh. Vous avez beaucoup de gens qui seraient assez progressistes, qui en même temps demandent une certaine authenticité en fait dans la production de nourriture. Euh, Même si vous retrouvez au milieu de tout ça la présence obsédante du wokisme, etc. Mais je dirais que la fascination pour la production locale et régénérative de fruits et légumes est quelque chose qui est plutôt une bonne chose. C'est d'autant plus une bonne chose que les grands projets type l'agriculture détachée de la terre, de l'idéologue George Monbiot, Mmh. qui est très en vue dans les grandes conférences sur le climat, Oui, etc. l'agriculture urbaine, on peut tout faire en laboratoire et cetera. La culture hydroponique, etc. Tout Mmh. ça, ça prend pas véritablement. Je crois que les gens qui ont goûté une tomate produite de façon hydroponique et cultivée dans de la bonne terre Mmh. Ne s'y trompe pas. voient la différence, hein. Le Donc, le problème, c'est que beaucoup ont perdu, mais c'est un vrai sujet, hein, ça fait penser au film, Soleil vert, mais ont perdu aussi le goût, le vrai goût des choses puisque, à force de manger la tomate industrielle, de toute façon, ils ne savent plus ce que c'est qu'une vraie tomate. c'est évident, et justement lorsque les gens sont ouverts en fait. Par exemple, les pommes est quelque chose Oui. qui fait que faites manger une pomme à quelqu'un qui n'a mangé que des pommes produites de fait par l'agriculture industrielle, et c'est tout simple, c'est tout de suite une vraie révélation, à tel point que ma femme est agent immobilier, et on a il y a un petit verger qui produit des pommes, et souvent on offre des pommes aux clients de ma femme qui sont transformées. Et On apprend des choses. Non, et alors, restons un peu sur les pommes puisqu'on peut tirer aussi, un trait là entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe et en France en particulier. En France, on avait énormément de variétés de pommes et maintenant Mhm. c'est extrêmement limité avec des semences qui doivent être autorisées, et qui sont des semences autorisées par un cahier des charges européen. Hem Et finalement, on a perdu évidemment toute la diversité, toute la valeur, toute la richesse de ce patrimoine énorme. Et maintenant, l'échange de graines pour ces semences donc non autorisées, enfin, se font dans un marché au noir, en fait. On est dans l'illégalité pour échanger des graines, des variétés qui ont existé depuis toujours. Et quand on va, d'ailleurs, c'est intéressant, quand on va devant le Sénat, il y a un verger, on voit ces variétés-là, qui sont celles de Marie-Antoinette, etc., qui sont valorisées, mais qui sont les mêmes qui sont interdites aujourd'hui. Alors, là-dessus, vous rentrez sur des thèmes qui sont très très paradigmatiques en même temps de l'ordre néolibéral en général. Une des premières choses, par exemple, qu'avait faite l'administration Bush à l'époque, lors de l'invasion de l'Irak en 2003, ça avait été en fait de détruire l'espèce euh, euh, d'entrepôts de semences, de graines en fait, qui se trouvaient en Irak, qui étaient vraiment où on avait conservé en fait parmi les plus anciennes semences qui dataient de la révolution la révolution agricole au néolithique, avec des semences de près qui existaient, qui avaient été conservées près de 10 000 ans, pendant près de Mmh. 10 000 ans. Et Oui. tout ça pour pouvoir en fait offrir en pâture toute l'économie irakienne, de la même façon d'ailleurs que ce qu'on est en train de voir en Ukraine, à Monsanto. Ouais. Le, C'est le c'est lobby. ouais, c'est vraiment un combat de l'ombre qu'on ignore trop et pour lesquels il y a des raisons aujourd'hui d'être optimiste. C'est ce que vous nous dites, Renaud Bochart. Merci beaucoup, pour, cette, intervention, cet éclairage sur des choses qu'on ne dit pas assez. Je rappelle votre Substack Chronique et Grégoriane. Merci beaucoup, Renaud Bochart.